UNESCO Remote Radio Week 2021. Get ready for a week devoted to helping radio stations broadcast remotely. C'est la Remote Radio Week et la version française. Première journée, la connexion radio avec cette interrogation centrale et fondamentale. Quelle est l'importance de la radio durant une pandémie, durant une crise, on pourrait dire plus globalement, mais plus exactement ici, durant une pandémie sanitaire, puisque celle-ci est toujours d'actualité. Karel Pedré, bonjour Karel. Bonjour Frédéric, ça va bien? Ça va. Dis-moi, pour quelle radio travailles-tu en Haïti? Je travaille pour Radio One Haïti. On émet depuis Pétionville à Port-au-Prince, dans la capitale. Et alors, j'ai remarqué que tu étais un personnage extrêmement influent en Haïti, c'est vrai? Ça fait beaucoup de temps que je fais de la radio. J'ai commencé depuis 16 ans. J'ai 41 ans maintenant. Donc, j'ai passé pratiquement une bonne partie de ma vie à faire de la radio. Tu es suivi, Karel, par près de 50 000 personnes, il me semble, rien que sur ton compte Twitter, c'est ça? J'ai une assez grande audience, des gens qui sont certainement en Haïti, mais aussi dans la diaspora haïtienne à travers le monde, puisque justement avec l'Internet aussi, je suis connecté avec beaucoup de communautés haïtiennes de la diaspora qui écoutent mon émission tous les matins. Et avec, bien sûr, l'Internet, j'ai pu justement connecter ce que je faisais sur les radios, sur les médias traditionnels, avec les médias digitaux, et ça m'a donné définitivement une audience assez grande. Bon, bravo en tous les cas. Karel, on va parler de tout ça d'ici quelques instants. Caroline Vuillemin est avec nous. Vous travaillez, madame, à la Fondation Hirondelle, qui est basée en Suisse. Corrigez-moi si je me trompe. Non, c'est correct. Bonjour à tout le monde. On est basé à Lausanne. Exactement. Et quel est votre rôle précisément au sein de cette fondation? Donc moi, je la dirige depuis 2017. J'y travaille depuis 2003. Et la mission de la Fondation, c'est de permettre une information utile et indépendante dans les pays en crise ou en sortie de conflit. Et on a beaucoup travaillé à travers la radio. Encore aujourd'hui, c'est le média que l'on privilégie pour toucher le plus grand nombre, toucher les personnes dans leur langue locale et permettre aux journalistes localement d'avoir un environnement professionnel, éthique, qui fait qu'ils peuvent faire ce métier de journalisme et de service à la population. Bon, Caroline, soyez-en certaine, je vous poserai cette question. Quelle est l'importance de la radio durant la pandémie? Kadidiatou Gay est avec nous. Est-ce que vous m'entendez? Alors, je préfère prévenir tout le monde parce que les liaisons sont difficiles. C'est d'ailleurs l'objet finalement de cette manifestation, de mettre en avant toutes les problématiques auxquelles les radios peuvent être confrontées en Europe, en Afrique ou ailleurs. Et en voilà une, c'en est l'illustration. La problématique liée à l'énergie et aux connexions que l'on abordera. Caroline, d'abord, vous vouliez nous présenter une très intéressante étude qui a été réalisée par Kantar. Alors, tout récemment, c'est en novembre 2020, me semble-t-il, c'est une étude de Kantar sur l'audience en Afrique subsaharienne. Qu'est-ce que c'est précisément? Alors, effectivement, on essaye de faire des sondages d'audience tous les 2 ans dans les pays dans lesquels on travaille. Et l'année dernière, dans le cadre d'un programme global d'information sur la Covid et de lutte contre la désinformation, on a travaillé particulièrement dans 6 pays d'Afrique subsaharienne, Mali, Niger, Burkina, Centrafrique, Cameroun et RDC. Et on a voulu sonder les audiences dans ces 6 pays sur leurs habitudes de consommation média, vérifier l'importance et la place que joue encore la radio, puisque vu d'ici, parfois on entend que c'est un média pas seulement traditionnel, mais vieux jeu ou qui n'est plus utilisé. Les chiffres vont parler d'eux-mêmes. Et aussi essayer de comprendre quelles étaient les attentes de ces populations par rapport à leurs besoins d'information autour de la crise Covid. Et on s'est rendu compte il y a 1 an, on était déjà 6-8 mois dans la crise, qu'en fait, il y avait des préoccupations en termes d'information de santé, évidemment, mais pas forcément en priorité de Covid, et que dans les pays très fragiles et les pays en conflit, il y avait des préoccupations bien plus importantes de sécurité, de manger tous les jours, de comprendre ce qui se passait dans le pays qui venait avant la Covid. Alors, est-ce qu'on peut détailler tout ça? J'imagine que vous nous avez préparé quelques slides qu'on va peut-être opérer de là où nous nous trouvons actuellement. Allons-y, si vous êtes prête pour détailler cette étude en vidéo. Voilà.
Bonjour depuis Lausanne, ravi de participer à cette discussion et de vous présenter rapidement donc les résultats d'une grande étude d'audience qui a été conduite fin 2020 par l'Institut Kantar à notre commande, à la commande de la Fondation Hirondelle, dans 6 pays d'Afrique subsaharienne. Le Mali, le Niger, le Burkina Faso, la République démocratique du Congo, la République centrafricaine et Madagascar. L'objectif de l'étude était de mesurer les habitudes de consommation média et les habitudes de consommation d'informations de la part des populations de ces pays dans le contexte de la pandémie de Covid, et en particulier aussi de faire un focus sur nos programmes, les programmes médiatiques de la Fondation Hirondelle dans ces pays. La radio reste de loin le premier média en termes d'audience et également le média de confiance pour les populations d'Afrique subsaharienne dans ces 6 pays qui figurent parmi les pays les plus fragiles, confrontés à différents types de crises. Et dans ces pays-là, en contexte de crise, et pour s'informer sur les crises, et en particulier sur la crise du Covid et les conséquences de la crise du Covid, il ressort clairement de l'étude que la radio reste le premier média de confiance. La radio et les autres médias, d'ailleurs la télévision également, les médias traditionnels sont les premières sources d'informations pour les populations de ces pays sur la crise du Covid, comme le montre ce slide. Loin devant, comme autre source d'information de confiance, le gouvernement et les administrations nationales, les organisations internationales comme l'OMS ou l'ONU, qui réunissent 20% de la confiance de la population. Et on note que Internet et les réseaux sociaux arrivent en queue de peloton, avec 8% des personnes interrogées qui disent avoir le plus confiance envers les médias numériques pour s'informer. Donc les médias traditionnels et d'abord la radio sont vraiment les premiers médias de confiance pour la population. C'était un des enseignements de cette étude. On voit aussi avec ce slide que donc la radio et la télévision se partagent le gros de la confiance du public. Et un autre enseignement de cette étude a été d'indiquer que la pandémie, comme on l'a constaté partout dans le monde, a poussé davantage les gens à s'informer. 46% des personnes interrogées ont indiqué s'informer davantage, utiliser davantage les médias en période de pandémie de Covid. En reconnaissant également une capacité d'adaptation des médias traditionnels pour répondre aux besoins d'information de la population sur cette crise. 91% des personnes interrogées dans ces pays ont estimé que les médias se sont plutôt bien adaptés à la crise du Covid. Ça paraît paradoxal, mais en indiquant en même temps que pour un peu plus de la moitié des personnes interrogées, la Covid-19 et la crise de la Covid a pris une place trop importante dans les médias. Donc d'un côté, les gens reconnaissent que les médias sont leur première source d'information, de confiance, en particulier la radio. Les gens reconnaissent aussi que les médias ont plutôt bien travaillé, sont plutôt bien adaptés, mais en même temps ont peut-être un peu trop couvert la crise Covid par rapport aux autres préoccupations de la population, sans surprise, bien entendu, dans les pays dont on parle, et c'est sans doute le cas dans pas mal d'autres pays à travers le monde, la première source de préoccupation des gens, y compris dans cette période de pandémie, ça reste comment gagner sa vie, pour 28% des personnes interrogées, devant la santé en général pour 21%, et aussi les questions de sécurité, puisqu'on est là dans des pays comme le Mali, comme la République centrafricaine, la RDC, où hélas les conflits restent nombreux. Les questions de sécurité préoccupent beaucoup la population, et on voit du coup que les risques liés spécifiquement au coronavirus arrivent quand même un petit peu plus loin dans les préoccupations de la population. On revient donc là plus en détail sur les parts d'écoute des différents médias, et on constate que la radio, en termes d'écoute quotidienne, reste de loin, dans ces pays d'Afrique subsaharienne, le premier média. Tout le monde pratiquement a un poste de radio chez soi,
au Mali, au Niger, même au fin fond de la RDC ou de la Centrafrique. Et pratiquement tout le monde écoute la radio tous les jours. La télévision également a une très forte audience. Elle a évidemment pas mal progressé ces dernières années, avec 69% d'audience quotidienne. L'Internet progresse d'année en année, mais finalement ne concerne encore aujourd'hui qu'un peu moins du tiers de la population des pays dont on parle ici. Donc, c'est un rappel si nécessaire pour dire que la radio, média traditionnel, média ancien, reste bien entendu un média moderne, un média d'actualité, un média à la fois fiable, qui réunit la confiance, y compris des populations les plus défavorisées, et en même temps un média qui est très écouté tous les jours, alors qu'Internet, l'accès à Internet est encore difficile pour une bonne partie de la population. Autre point intéressant, c'est le fait que la radio permet d'atteindre l'ensemble de la population, les hommes comme les femmes, les jeunes, les populations favorisées et les moins défavorisées. C'est vraiment un média généraliste et populaire qui permet de parler au plus grand nombre. Les programmes radio sont écoutés à la radio, sur des postes FM, mais aussi sur mobile. Cela dit, quand on parle d'écoute mobile, il y a parfois un malentendu qu'il convient de lever. On parle d'écoute mobile via un récepteur FM, puisque sur la plupart des téléphones mobiles disponibles en Afrique subsaharienne, un récepteur FM est intégré, ce qui n'est plus forcément le cas en Europe ou ailleurs. Donc la radio par l'écoute radio par podcast, par streaming, par 4G ou 3G reste très minoritaire, avec uniquement 1% des personnes interrogées qui disent écouter la radio via Internet. Un petit mot pour finir sur les programmes de la Fondation Hirondelle dans ce contexte. La Fondation Hirondelle met en œuvre et soutient la production et la diffusion de contenus radio dans ces 6 pays au travers d'équipes de studios locaux, de radio comme Radio Ndekeluka en Centrafrique, de studios comme Studio Tamani au Mali, Studio Kalangu au Niger. Et cette étude a indiqué que nos programmes dans ces 6 pays touchent chaque semaine plus de 7 millions de personnes âgées de 15 ans et plus. Ce qui était plutôt un motif de satisfaction pour nous et nos équipes, avec notamment dans un pays comme la Centrafrique, qui est, comme vous savez, confronté à de multiples crises et conflits, à laquelle s'ajoutent les conséquences de la pandémie de Covid aujourd'hui, une écoute extrêmement forte de notre Radio Ndekeluka, qui réunit 84% d'audience hebdomadaire et près de 71% d'audience quotidienne en République centrafricaine pour Radio Ndekeluka, qui est vraiment le média de référence dans ce pays. Donc, pour conclure, au-delà de cet aspect quantitatif, nous avions aussi interrogé les gens sur l'utilité des programmes radio que nous diffusons dans leur vie quotidienne, et là aussi des chiffres très encourageants pour nos équipes, mais au-delà de nous, pour les journalistes de radio et pour les organisations qui soutiennent les programmes radio dans ces contextes-là. On voit que les populations locales estiment que ces programmes sont indispensables ou utiles dans leur vie quotidienne, à des taux très élevés. 91% de l'ensemble des personnes interrogées, des auditeurs de nos programmes, estiment ces programmes utiles ou indispensables dans leur vie quotidienne. Donc la radio n'est de loin pas un média du passé. La radio, c'est un média du présent et de l'avenir, qui continue de pouvoir toucher des millions de gens dans les contextes les plus compliqués, dans les régions les plus reculées, là où l'Internet n'arrive pas encore. La radio reste le média qui permet de parler au plus grand nombre et en même temps de réunir la confiance de la population sur des sujets de crise et dans des contextes de crise comme celui que nous connaissons depuis 2 ans. Merci beaucoup, et je vous laisse discuter de tout cela. J'espère que le débat sera fructueux. UNESCO Remote Radio Week 2021. Sur ces territoires en particulier, mais c'est aussi le cas ailleurs. Il faudra peut-être qu'on s'y intéresse une autre fois, mais en tous les cas, sur ces territoires géographiques, la radio reste un média puissant. Oui, tout à fait. Et peut-être juste pour compléter ce que disait Nicolas, donc
Je pense que ça reste un média puissant parce que c'est aussi un média quand même bon marché. Si on doit comparer avec le prix de la connexion Internet ou d'une télévision qui nécessite de l'électricité, d'être sur une batterie de voiture ou relié à la grille électrique, un petit récepteur FM avec des piles, voilà, le récepteur il coûte peut-être 5-6 euros, les piles ça reste bon marché, et donc ça en fait un média démocratique à plusieurs titres. Par son prix de revient, par son accessibilité, de pouvoir passer par l'oralité, comme on le disait, ça permet de toucher le plus grand nombre dans les langues. Il n'y a pas la barrière de savoir lire, de savoir écrire. Ouais, puis c'est très simple d'utilisation aussi. C'est très simple d'utilisation pour les journalistes qui le font et pour les auditeurs qui reçoivent. Kadi Diatou Gay, vous m'entendez? Vous êtes la représentante des radios rurales internationales. Est-ce que vous m'entendez correctement? Oui, je vous entends parfaitement. Bien. Bah, écoutez, merci parce que la liaison est pas facile à obtenir et surtout à préserver avec vous. Présentez-nous rapidement, très rapidement, cet organisme dont vous avez la charge en Afrique. Oui, merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Moi, je suis chargée des métiers radiophoniques au niveau du bureau du Sénégal de Radio Rurale Internationale. Radio Rurale Internationale est une organisation non gouvernementale qui est basée à Ottawa et qui intervient un peu partout dans le monde, à travers le monde, qui accompagne les radios en général à produire des programmes de qualité destinés à accompagner les communautés rurales en particulier, pour leur permettre de changer leur vie. Ouais. Quels ont été les rôles, les objectifs des radios membres de votre structure durant cette pandémie? Est-ce qu'elles ont joué un rôle, les radios rurales internationales, un rôle important durant cette pandémie? Je crois qu'on a malheureusement encore une fois perdu la liaison. Karel Pedré, Oui. vous vouliez réagir sur l'étude qu'a présentée la Fondation Hirondelle il y a quelques secondes. Est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec cette affirmation peu gratuite que j'ai lancée, la radio reste un média puissant? Bien sûr, même si Haïti est dans les Caraïbes, il faudrait peut-être ajouter Haïti à la liste des pays qui ont participé au sondage parce que la réalité est définitivement la même. On a une très faible taux. Ce que je pourrais dire, c'est que les émissions de radio, en fait, c'est le moyen le plus utile justement de partager les informations publiques. Et surtout justement par rapport à la géographie, je pourrais dire, puisque Haïti, on a pu remarquer, spécialement récemment pendant le dernier tremblement de terre, il y a beaucoup de zones qui sont difficiles d'accès. Et ce sont des populations qui sont très éloignées, qui ne sont pas forcément dans les villes, qui sont définitivement dans les sections rurales. Et même si les gens vivent dans les grandes villes, ils dépendent aussi de la radio comme source principale d'informations fiables. Il y a beaucoup d'informations qui circulent sur WhatsApp, mais lorsque ça est diffusé à la radio, et ça donne beaucoup plus de sens à l'information et met l'information qu'ils reçoivent peut-être sur WhatsApp en contexte aussi, ou du moins les autres informations qu'ils consomment sur les réseaux sociaux. Donc, je pourrais dire aussi que la radio est accessible. La radio est immédiate. La radio n'est pas chère, comme on vient de le voir. Et c'est très facile aussi de toucher le maximum de gens possible. En Haïti, peut-être c'est la même réalité dans les pays en Afrique, c'est qu'il y a un faible taux de pénétration de l'Internet, c'est très faible, 33% en Haïti, comme on dit. Mais ce 33% peut changer puisque un quart de la population qui a accès à l'électricité. Et ceci, même pas 24 heures sur 24. Donc, utiliser un smartphone, utiliser la télévision, parce qu'il faut avoir aussi payé pour un service par câble ou avoir un autre récepteur pour pouvoir recevoir de la télévision par satellite, etc. Donc, la radio devient définitivement le meilleur moyen de s'informer en Haïti. Et qu'on soit dans les grandes villes, qu'on soit dans les sections rurales, et aussi le fait que la radio est partout. La radio est dans les voitures. Il y a beaucoup de motos en Haïti. Les chauffeurs installent justement des récepteurs de radio pour qu'ils puissent écouter les nouvelles, mais aussi diffuser de la musique. Donc,
un peu partout et en Haïti. C'est l'unique, je pourrais dire même, source d'information. Et pendant la pandémie, on a pu voir aussi l'utilité de la radio parce que les gens s'informaient. Et puis, c'est aussi le seul moyen pour les gens aussi d'avoir accès peut-être à des spécialistes pour poser des questions, des spécialistes qui interviennent sur le sujet. Alors, moi, je ne suis pas, Karel, un spécialiste, mais j'ai envie de poser beaucoup de questions. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous demanderai à tous les trois des réponses très courtes. Je voudrais juste accueillir Emmanuel Boutrin, qui est le président de l'AMARC. Qu'est-ce que c'est cet acronyme AMARC, Emmanuel? Bonjour. Un petit souci de liaison avec vous. On vous voit, mais on ne vous entend pas. Ce qui est problématique, hein, parce que quand on fait de la radio, généralement, on préfère entendre que voir. Impeccable. Oui, mais ça, c'était une erreur personnelle. Ah, errare humanum est, alors. C'est pas de la faute de la radio. Vous voyez, d'ailleurs, je suis dans les locaux d'une radio rurale en France, qui vient de fêter ses 40 ans d'existence hier. C'est pour ça qu'il y a encore des cotillons derrière moi. Écoutez, merci de cette invitation. Merci à l'UNESCO. Merci aux auditeurs et aux téléspectateurs qui nous regardent. Merci infiniment. Et merci surtout, Frédéric, merci à toute l'équipe et merci à l'UNESCO d'avoir prononcé les mots la radio est un média puissant et c'est un média qui reste puissant. Alors d'abord, l'AMARC, qu'est-ce que c'est? L'AMARC, ça fédère des fédérations nationales de radio dans tous les pays du monde, ce qui fait à peu près 3800 radios communautaires et associatives en Europe, en Asie Pacifique, en Amérique latine, en Amérique du Nord. Et alors, quels ont été leurs rôles durant cette pandémie? Alors, voilà, j'allais y venir parce que j'en suis très fier et en une minute. Eh bien, à mon avis, c'est un rôle fondamental. Et on le voit bien d'ailleurs avec l'exemple de la Caraïbe. C'est un rôle fondamental parce que nous avons dû faire face, comme tout le monde d'ailleurs, à une vague de fausses informations, de fausses nouvelles, progressivement, notamment vis-à-vis des avancées technologiques que l'humanité n'avait jamais connues en si peu de temps. Je parle en matière biomédicale notamment. Et donc, nous avons dû faire face avec les pouvoirs publics, avec les institutions, avec les services des hôpitaux, les services de santé sur le terrain, notamment en milieu rural, mais croyez-moi, en milieu urbain aussi, nous avons dû faire face à une vague de défiance. Eh bien, je pense que les radios communautaires, en dépit de leur modèle économique restreint, on va dire, limité, on fait œuvre d'accompagnement social, d'accompagnement solidaire, notamment avec les services de santé, qui ont été peut-être pour la première fois, mais enfin bon, il y a d'autres fois aussi dans des situations de conflit, mais qui ont été pour la première fois reconnus par les gouvernements et les États respectifs. Et là, je remercie l'UNESCO dans cet accompagnement à la reconnaissance. L'UNESCO fait un accompagnement à la reconnaissance des radios communautaires depuis très longtemps, et là, cette fois-ci, ça a cette reconnaissance, cette notion d'utilité sociale, d'utilité pédagogique a explosé. Ce sont des millions d'auditeurs que nous avons été chercher sur le terrain. Pourquoi? Parce que les radios locales, les radios communautaires sont d'abord des radios locales, elles ne relaient pas forcément et systématiquement les informations avant de les avoir vérifiées. Donc nous avons pu relayer les informations fiables pour lutter contre la pandémie. Et croyez-moi, je comprends tout à fait les auditrices et les auditeurs qui peuvent être sceptiques. Bien sûr, il n'y a pas d'équivoque là-dessus, ça se comprend. Mais la pédagogie derrière, c'est d'arriver à surmonter les réticences, les peurs et l'obscurantisme. Eh bien, je suis très fier que pour la première fois, les radios communautaires dans les Caraïbes, en Amérique latine, en Amérique du Nord, en Asie Pacifique, en Europe, dans les milieux ruraux, mais également dans les milieux urbains, nous avons réussi à faire passer un message et à accompagner les grandes campagnes sanitaires en cours, quelle que soit leur forme d'ailleurs. Mais nous en sommes assez fiers. Merci Emmanuel, vous avez pris un petit peu plus d'une minute, mais on vous pardonne. Karel, quels sont les défis techniques auxquels vous êtes
confrontés en période de crise, qu'elle soit politique, économique ou pour le coup sanitaire. Quels sont vos problèmes techniques concrètement aujourd'hui? Le problème technique, c'est l'accès justement à la technologie qu'il faut pour justement opérer. Que ce soit justement une bonne connexion Internet pour faire les appels téléphoniques via WhatsApp, par exemple, ou du moins transmettre un fichier assez lourd qui serait peut-être un reportage d'un reporter dans les milieux ruraux pour, bien sûr, et nous arriver à nos studios, ou du moins pendant la pandémie, on ne pouvait pas aller en studio, on ne pouvait pas recevoir les invités. Il fallait peut-être que tout le monde se faisait des réunions Zoom pour pouvoir diffuser et enregistrer, puisqu'on fait aussi de la radio visuelle. Donc, c'était un peu difficile, justement, de s'assurer de la bonne qualité de la connexion pour faire une interview, mais aussi pour faire la diffusion aussi de remote radio, comme on dit, la radio à distance. Par exemple, depuis la pandémie, moi, je me suis installé chez moi pour faire mon émission. Donc, c'est très difficile d'avoir un invité qui a une bonne connexion pour pouvoir enregistrer l'interview, ou du moins de passer en direct, ou du moins de même faire la diffusion. Parfois, j'ai une bonne connexion Internet à la maison, dans mon studio, mais la radio qui reçoit le signal pour faire la diffusion n'a pas une bonne connexion. Donc, c'est un peu difficile et tout ça. Et je peux dire que les difficultés, le défi, c'est l'accès à la technologie. Et puis surtout, c'est la possibilité de donner du matériel à nos staffs aussi, pour qu'ils puissent être performants dans ce qu'ils font, soit pour pouvoir avoir un bon smartphone pour faire le montage de reportages, ou du moins prendre des photos, puisque aussi, le truc aussi, c'est qu'on a la radio, mais on a la radio visuelle, puisqu'on est connecté aussi à une audience qui est connectée sur Internet. Donc, il faut de l'image, il faut des vidéos, et l'accès à la technologie n'est pas souvent au rendez-vous. Caroline, quels sont les défis techniques majeurs que vous rencontrez sur le terrain, principalement en Afrique? Est-ce que c'est similaire aux problématiques qui ont été déclinées à l'instant par Karel? Alors oui, il y a le problème de la connexion. Nous, on a des gros problèmes d'énergie, d'électricité, vraiment de façon basique. On a aussi des difficultés quand on travaille en réseau sur la diffusion de liaisons satellites. Même si on paye des liaisons satellites pour la diffusion en direct sur 70 ou 80 radios en même temps, quand le signal redescend, les satellites ne sont pas en priorité postés sur l'Afrique en termes de connexion. Ce n'est pas un marché, malheureusement, qui est perçu encore comme un marché lucratif. Donc, il y a des déserts informationnels où la connexion est vraiment mauvaise. Et puis, à chaque tempête, forte pluie et les aléas climatiques sont de plus en plus forts, les antennes bougent un petit peu, tournent et c'est compliqué, on perd la qualité de connexion. Et je vais vous dire honnêtement, Caroline, c'est pas Kadi Diatou qui va nous dire le contraire, parce que vous, chère madame, vous êtes aussi confrontée à des problématiques alors énergétiques et puis de connexion également. Elles sont quotidiennes, d'ailleurs on en a la preuve depuis le début de cet entretien. Absolument, c'est ce que nous vivons au quotidien avec les radios, surtout qui sont dans les zones les plus reculées et qui sont enclavées. Pendant ces 2 dernières années-là, ça a empiré parce que le calendrier hivernal a changé. Maintenant, les gens ne maîtrisaient plus quand est-ce qu'il allait pleuvoir ou non. Du coup, c'est beaucoup de pertes de matériel parce que la foudre s'abat pendant qu'on ne s'y attendait pas. Ça détruit les installations des radios et tout. Parfois, les routes sont coupées. On veut se déplacer, aller faire des interviews, faire des reportages, mais on ne peut pas parce que les routes ne sont pas praticables du tout. Parfois, les spécialistes, personnes ressources que nous devons inviter à la radio, que les radios veulent inviter pour relayer les informations au grand public, n'ont pas les moyens de se déplacer ou bien ne peuvent pas du tout se déplacer parce que les conditions ne sont pas réunies. Donc, c'est des défis que nous vivons au quotidien, raison pour laquelle nous encourageons de plus en plus les radiodiffuseurs à faire la production à distance. Donc, c'est-à-dire que comme notre ami vient de l'expliquer tout à l'heure, utiliser les différents réseaux sociaux, nous avons WhatsApp, nous avons Google Meet, etc., pour faire les enregistrements des interviews, essayer de réaliser autant que faire se peut la production.
nous, comment nous les accompagnons? Nous avons mis à leur disposition des plateformes numériques performantes, un serveur vocal gratuit où les auditeurs, auditrices peuvent appeler sans pour autant dépenser du crédit. Donc, je ne vais pas m'attarder sur ça parce que mes collègues vont en parler largement demain dans les sessions à venir. Ils vont expliquer ces différentes plateformes-là que nous avons mis à la disposition des radios pour essayer un peu de contourner ces défis qu'ils ont, surtout quand il y a des crises climatiques, des pandémies, etc., etc. Comment faire pour intégrer la radio à distance, travailler autant que faire se peut avec les communautés, avec les spécialistes qui sont chargés de diffuser les informations à large échelle au niveau des communautés. Et vous pensez que les auditeurs, ils sont sensibles? Si vous deviez faire le bilan des derniers 12, 14, 16, 18 mois qui viennent de s'écouler, vous diriez que les auditeurs ont toujours cette appétence pour le média radio, et en particulier ici pour les radios rurales internationales? Absolument, parce que comme mes prédécesseurs l'ont dit tantôt, la radio est le médium le plus accessible, surtout pour les communautés qui vivent ces défis-là. Ils n'ont pas besoin d'électricité, surtout que nous, dans l'accompagnement, nous mettons à leur disposition des radios solaires qui leur permettent de suivre les programmes. Et l'autre aspect, c'est que ils ont besoin des bonnes informations. Je veux dire par là, ils ont besoin de l'information météorologique, par exemple, mais ils ne peuvent pas se rendre chez les spécialistes. Et les spécialistes également ne peuvent pas aller vers les communautés. Du coup, c'est la radio qui sert de vecteur, de relais entre les spécialistes et les communautés. Donc, la radio joue ce rôle d'interface. Nous avons tellement de témoignages d'agriculteurs, d'auditeurs, d'auditrices qui ont eu beaucoup de défis. Par exemple, nous avons rencontré un chef de village dans la région sud du Sénégal qui nous disait que lui, son souci, c'était qu'à chaque fois qu'il mettait l'engrais dans son champ pour lutter contre les mauvaises herbes, il avait l'impression que ça empirait. Donc, il ne savait pas où se tourner, mais quand il a appelé sur le serveur vocal de la radio et a exposé son problème, et que le spécialiste a répondu, il s'est rendu compte qu'il n'avait pas la bonne pratique. C'est-à-dire qu'il ne suivait pas la météo avant d'épandre son engrais. Donc, il le faisait quand il y avait du vent, par exemple. Parfois, il le fait, il pleut dessus. Donc, autant de défis que la radio lui a permis de contourner pour avoir de bons rendements. Ouais. Regardez, Kadi Diatou, vous parliez des radios solaires, mais ça ressemble approximativement à ce genre de choses. Alors, c'est très simple d'utilisation, et une manuelle, il s'agit de la tourner, et hop, ça charge une batterie interne, et ensuite, on pourra ainsi écouter les radios rurales internationales au Sénégal ou ailleurs, Kadi Diatou. Merci beaucoup pour toutes ces explications très précieuses en tous les cas. Emmanuel, vous êtes toujours là? Oui. Je vous redonne la parole, mais à une seule condition, c'est que vous soyez très court dans vos réponses. Qu'est-ce que... Non, vous inquiétez pas. Derrière tout ce qui vient d'être dit, il y a quand même, il faut bien le dire, il faut bien que quelqu'un le dise, la question des moyens et des moyens financiers. C'est-à-dire que pour réparer une radio, pour la développer, pour améliorer le matériel, pour indemniser ou rémunérer un tant soit peu le personnel permanent qui est essentiel, ces femmes et ces hommes qui sont essentiels et qui travaillent dans des conditions difficiles. Derrière, qu'est-ce qu'il y a comme question? Il y a la question des financements. Et pas seulement des financements privés. Les fondations comme la Fondation Hirondelle sont essentielles. Mais il n'y a pas seulement ça. Et c'est pour ça que le signal que donne l'UNESCO depuis plusieurs années et aujourd'hui est très important. La reconnaissance des radios de communauté, des radios locales, est très important pour mobiliser le secteur public de chacun des États ou des gouvernements pour soutenir le développement des radios. Alors je ne sais pas ce qu'en pensent mes amis, mais je pense que la question du financement pour surmonter les défis dont vous venez de parler, dont vous venez de faire état, c'est une question sur laquelle il faut tranquillement, sereinement, calmement se pencher tous ensemble.
Bien, merci beaucoup Emmanuel. Vous êtes plutôt d'accord, Karel, en guise de conclusion, j'imagine, vous avez vous aussi en Haïti besoin de financement pour continuer le cycle de production radiophonique? Définitivement, parce que Radio One, là où je travaille, c'est une radio commerciale, donc on vit de publicité. Mais avec les crises, avec la pandémie, il y a moins de publicité. Donc ça réduit un tout petit peu et notre budget, ou du moins nos bénéfices, quoi. Mais le coût opérationnel reste le même. Donc, on a le même staff, on dépense la même quantité d'argent pour acheter de l'essence pour approvisionner nos sites et alimenter notre réseau. Donc, c'est un peu difficile. Et très souvent, et Haïti, on a certainement d'autres priorités, comme on avait vu dans l'étude tout à l'heure, et il faut justement penser à la radio qui est définitivement cette source indispensable d'information et de formation aussi pour la population. Parce qu'on informe la population, mais très souvent, et par exemple pendant Covid, il faudrait justement régulièrement rappeler aux gens de se laver les mains, comment pratiquer les gestes barrières, etc. Donc, il nous faut définitivement un support et je ne sais pas où ça va venir du côté d'Haïti, mais c'est nécessaire. Bon, rappelez-nous l'adresse, au moins l'adresse web pour celles et ceux qui sont en Europe ou ailleurs pour pouvoir vous écouter en direct. Bon, normalement, on est définitivement sur toutes les plateformes de diffusion de radio, TuneIn Radio, Streama, et vous pouvez nous écouter. Et moi-même, de mon côté, j'ai aussi monté, je pourrais dire, une plateforme digitale qui est Chocarella, CHOKARE2LA. On a aussi une web radio et aussi un site internet et on est disponible sur toutes les plateformes des réseaux sociaux. Donc, on est là et on diffuse depuis Haïti et on fait des contenus qui sont assez intéressants pour les gens en Haïti, mais aussi les gens dans les communautés éloignées de la diaspora haïtienne à travers le monde. Super, merci pour votre travail quotidien en Haïti, Karel. Caroline, vous continuez, hein, j'imagine, le combat, vous faites le job, hein, en Afrique notamment. En Afrique, mais pas uniquement. On travaille aussi au Pakistan et en Birmanie actuellement. Donc voilà, par mission des pays, encore une fois, fragiles et aux multiples crises. Mais effectivement, et Karel l'a bien dit, c'est la radio et l'audio en support premier, mais c'est multimédia aujourd'hui avec des sites internet, avec des vidéos aussi produites pour les réseaux sociaux, mais toujours avec la même qualité d'information et ce gage de confiance qu'on construit au fil des années avec nos audiences. Et ce que je voulais aussi rajouter par rapport au rôle de la radio en zone de crise ou au moment d'une crise, c'est que justement, la confiance, elle ne vient pas du jour au lendemain, elle se crée sur des années. Et pour les auditeurs, pour les habitants, de savoir vers quels médias se tourner au moment où, c'est une question de vie ou de mort, de savoir si on va être malade ou pas, si on va pouvoir envoyer ses enfants à l'école ou pas. Voilà, ça c'est précieux et ça se prépare et c'est sur le long terme que l'appui aux médias, l'appui aux radios doit se concevoir pour être prêt au moment de la crise. Merci beaucoup, Caroline. J'espère qu'on aura l'occasion de vous réentendre et notamment de relayer les actions qui sont mises en place en Afrique, mais pas que. J'ai bien noté. Emmanuel, vous reviendrez forcément nous parler de la marque, j'imagine, ou d'autres structures que vous développez en France et ailleurs. Vous savez, je vous le dis entre parenthèses, mais ça vaut aussi pour les autres à côté, hein. Vous êtes toujours le bienvenu ici et on apprend toujours une multitude de choses en vous écoutant. Merci Emmanuel. Karel, bon courage pour la suite des opérations en Haïti ou ailleurs. Et puis je voudrais aussi adresser un sympathique salut, si j'ose dire, à Kadi Diatou depuis le Sénégal qui développe les radios rurales, internationales, parce que la connexion, on en a beaucoup parlé, hein, et les gens qui sont ici dans cette discussion savent de quoi je parle. La qualité de la connexion n'est pas toujours au rendez-vous. Elle l'a été pendant quelques minutes. On a battu le fer tant qu'il était chaud et on ne le regrette pas avec vous. Merci beaucoup, Kadi Diatou. À très bientôt. Merci. Et puis, cette Radio Week se poursuit. On vous parlait de financement et de gouvernance. C'est justement les prochains sujets qu'on va aborder, à retrouver ensuite en replay. Merci à vous quatre. À très vite. Merci beaucoup. Merci. Bonne fin de journée. Merci, bonne fin de journée. Bye bye. Au revoir.